enchaîner donc, avec la prochaine conférence de Elliot. Petit rappel, on ne l'a pas précisé, mais le hashtag pour ceux qui veulent tweeter, c'est WakeUpDay tout accroché. Voilà, donc n'hésitez pas à inonder les réseaux sociaux. On est là pour faire le club aujourd'hui, donc faisons-en nous-mêmes. Voilà. Pour ceux qui veulent, il y a des bouteilles d'eau au fond de la salle, au cas où. Je laisse, et donc on va enchaîner avec Elliot. Je le remercie très chaleureusement parce qu'il a quand même accepté de faire une conférence alors qu'on l'a prévenu dimanche soir pour nous aider. Donc c'est un beau challenge, c'est la preuve que sur le web il faut être réactif et là pour le coup monter une conférence en 24 heures, bravo copains. Merci. Et aussi, on vous fera passer tous les supports des conférences après demain, on aura un truc dans le genre. Elliot, à toi mon grand. Merci. Bonjour tout le monde. Soyez indulgents avec moi, je suis assez timide. Donc, pas trop m'embêter. Bon, ça va, vous n'êtes pas trop endormi avant le repas, non? Moi je vous tiens 1h30, 2 heures, on m'a dit max 2 heures. Donc, par contre, il y a une télécommande, je crois. C'est ça. Merci. Donc je me présente, Elliot Boguier, je suis d'Orléans, je n'ai pas fait exprès, 34 ans. Je suis plutôt connu pour la partie SEO depuis 2011-2012, mais j'ai commencé à me repentir et à ne pas faire que du SEO et à aller taper dans d'autres stratégies. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. En fait, c'est comment on peut utiliser tous les canaux d'acquisition possibles sur le web pour ne pas faire que du Facebook Ads, comme on voit en ce moment, c'est la mode de faire Shopify plus Facebook Ads, et il y en a qui font que ça. D'autres qui font que du SEO, d'autres qui font que du Amazon avec du FBA et Co. Et en fait, quand on regarde, beaucoup de personnes ont des spécialisations, mais on peut aussi utiliser tout de manière transversale. Donc j'ai fait beaucoup de SEO pour des clients. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé de voir les autres réussir et de me dire, en fait, moi je fais que de la vente de Presta, et si le matin je me lève pas et je bosse pas, je ne pas de blé. Donc j'ai créé mes propres sites en me disant, ça peut tourner en fait même quand je suis au lit. Donc j'ai créé un premier site avec mes associés qui s'appelle Immopano, où en fait on fait de la vente de panneaux immobiliers pour les particuliers. Et très récemment, au mois de novembre dernier, le dropshipping.fr, qui est une plateforme de prix de demande, mais made in France. J'organise aussi le SO by Night à Orléans et Bordeaux, et donc voilà, je me considère comme un e-commerçant multi-thématique. Je vais passer assez rapidement son parcours. J'ai commencé le SEO en 2010. Rapidement, j'ai vu beaucoup de Black Hat qui faisaient beaucoup de choses sales, mal, avec des chapeaux et qui se planquaient et tout. Et je me suis dit, est-ce que je dois rester white, black, quel genre de technique je dois faire? Et en fait, rapidement, en 2012 et co sont arrivées toutes les pénalités Google. J'étais très content en frottant les mains en disant, voilà, ils font du sale, du coup, ils sont fait pénaliser, c'est cool. Et du coup, j'ai continué à vouloir faire du pure white et je me suis vite aperçu qu'en fait, en SEO, si on veut grimper vite et faire du chiffre, il faut essayer de bricoler un peu, de passer par d'autres sentiers que ce que dit Google. Et si Google le dit, faites l'inverse en fait, globalement. Juste pour mon parcours, je passe très vite là-dessus. Je suis diplômé de l'INSEC et de Toulouse, de SC Toulouse. J'ai globalement rien appris sur le digital et le web en école de commerce, à part avoir du réseau et un peu de diplôme, ça m'a rien apporté. Par contre, je suis tombé sur des très bonnes formations, notamment la High Level de Paul Sanchez, Laurent Bourrelli avec le Bootcamp et les frères Perronnet. Et j'ai à peu près tout appris en SEO avec ces gens-là à partir de 2014 jusqu'à 2000, j'en apprends encore, mais 2014-2016, c'était une vraie période où je me suis formé avec ces gens-là et j'ai appris énormément de choses sur le SEO. Je veux pas dire tout parce que c'est sans se vanter, mais on apprend énormément de choses et en fait on s'aperçoit que le terme SEO qui dit ranker, c'est pas simple, mais sur des petites requêtes on se positionne assez facilement en SEO, on peut faire de la visite et voilà. Donc en fait en SEO on est beaucoup avec le double décimètre à se mesurer à la nouille et de se dire on rank, on est dans le top 3, c'est cool, et en fait je me suis aperçu que on faisait pas de chiffres, mais on rankait. Donc on se positionne sur des requêtes, mais ça apporte pas de blé. Donc c'est très marrant, on se monte SEO de serveur, les cours des s'approchent entre copains, regarde, là, voilà, j'ai goûté, j'ai 100 mots-clés dans le top 100, mais ça apporte pas d'argent. Donc du coup je me suis un peu creusé en me disant comment on va faire du SEO pour amener de l'argent et comment on va trouver les mots-clés, comment on va trouver les niches. Et là je suis un peu passé plus à suivre des gens qui font du dropshipping ou du vrai e-commerce du SEO pour amener mes compétences de SEO. Donc ça, c'est des exemples de sites que j'ai pu monter. Dropshipping étant la solution en fait, que j'ai utilisée au début, on a développé pour nous en interne, je vous montrerai après. Et là, on a créé une plateforme, Immopano, qui est globalement le site qui tourne le plus.
Et ça, c'était deux exemples. Alors, les deux sont à vous pour le moment, mais d'idées de business pour vous montrer qu'il ne faut pas aller chercher très loin des fois. Marguerite, c'est des bouillettes, des appâts pour la pêche. J'ai simplement été voir une usine en disant est-ce que vous pouvez coller mon logo sur le paquet. Voilà. Et équipement Krav Maga parce que je sais pas pourquoi, parce qu'un jour j'ai eu cette idée-là, je me suis dit voilà, on va pouvoir trouver des bacs ou des points américains ou des conneries de défense, des bombes lacrymo pour pas cher et vendre ça sur le web. J'ai pondu un logo en 2-2 et ça a fait un site web. Ça, c'est une idée de business qu'on a eue, donc qui est basée sur ce qu'on appelle le print on demand, c'est des t-shirts. Vous comprendrez pourquoi j'en parle après. On écrit une petite phrase dessus et on a un process pour pouvoir les imprimer, les expédier en mode dropshipping, mais c'est ce qu'on appelle du POD, du print on demand. Donc c'est de la personnalisation et du dropshipping, il n'y a pas de stock. On gère rien, on n'a pas imprimé, on n'est pas imprimeur, on est juste derrière son écran et il faut générer des ventes. Pour ceux qui reconnaissent, c'est du Naruto, du poker, Vous voyez, je suis très niché encore, on voit vraiment le côté SEO. Moi je suis un gros feignant, donc j'ai pas envie de me mettre sur achat de crédit, c'est trop compliqué, il y a trop de travail à fournir. Par contre, me mettre sur t-shirt poker, ça va. Ou t-shirt pêcheur, ou t-shirt plus des trucs de manga, ça va, pas trop compliqué. Voilà le SEO, comment j'ai commencé, 2014, voilà, et puis 2018-2019, donc entre temps il y a les aléas des concurrents qui reviennent sur le devant de la scène ou autre, mais pour vous montrer que sur un site, dans quelques années, on peut faire des choses sympas. On voit vraiment 2016, les influences Paul Laurent, Frère Perronnet qui augmentent. Et voilà, on voit qu'un site, simplement, il fait un petit peu de trafic sympa. Si on en a une dizaine comme ça, ou si on en a ne serait-ce que 5-6, on peut tout à fait gagner sa vie. Et puis, on a de quoi s'occuper avec quelques sites. Donc ici, j'ai réuni toutes les solutions d'acquisition, parce que moi, j'ai été beaucoup SEO, c'est-à-dire 98% de mon trafic venait du SEO. Et je me suis dit, il n'y a peut-être pas que ça, et on peut peut-être mixer ou faire plusieurs choses. Donc je vais parler du SEO, évidemment, mais aussi de l'AdWords, puisque la question, c'est quand on est ce qu'on appelle avoir pris la SERP, en fait. Donc la SERP, c'est le résultat de recherche Google. Quand j'ai fait mon top 3, globalement, vous avez 3 résultats autorisés par Google dans une SERP, et quand vous faites les 3 premiers, vous faites quoi? Moi, ça a été mon problème, c'est que sur mes sites, je faisais mon top 3. Et je fais quoi après? Je change de niche, je fais autre chose. C'est là que j'ai commencé à me creuser la tête. Je vais faire AdWords, parce qu'il y a des mecs qui sont au-dessus de moi. La pub, elle devient de plus en plus large. C'est-à-dire que Google, il rajoute des extensions d'annonces, et au bout d'un moment, on voit que les 4 premiers ou les 3 premières annonces. Si d'ailleurs vous regardez Google dans Web Archive, des fois vous arrivez à retrouver la tronche des pubs AdWords il y a quelques années. Et avant, c'était beaucoup plus minimaliste. Maintenant, Google nous met YouTube AdWords en avant. Donc je me suis dit, je peux faire de l'AdWords. Je peux aussi faire de la pub sur YouTube. Donc moi je fais beaucoup de in-stream parce que c'est vraiment pour moi l'écran télé, j'en parlerai tout à l'heure. Mais il y a plein d'autres formes de pub YouTube. Faire des vidéos YouTube. On peut aussi vendre sur Amazon, parce que j'ai des produits physiques, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas les mettre sur Amazon. Je peux faire de l'emailing auprès de mes clients actuels, mais surtout aller scraper d'autres emails, aller trouver des bases de données. Je peux aussi faire de la pub Facebook. Et quand j'ai acquis, donc bosser sur les réseaux sociaux de manière un peu gratuite, et quand j'ai acquis toutes ces sources de trafic, globalement mon idée c'est d'aller choper du mail d'une personne, par une stratégie de livre blanc, par la carotte, lui filer 3 balles, un code réduc, une vidéo à télécharger, ou ce qu'on veut. Les gens laissent leur email, et derrière on peut monter une stratégie d'automatisation de relance email. Voilà. Soit pour toucher du contenu, soit pour toucher de l'info, soit pour amener l'internaute à acheter un produit ou à disons, revenir sur le site régulièrement. Vous allez comprendre pourquoi quand on a un visiteur de Facebook ou de YouTube, c'est pas forcément un acheteur immédiat. Voilà. Moi, je pars toujours du contenu. Forcément, c'est mon imbrication SEO. Mon idée, moi, c'est de raisonner par rapport à mon utilisateur. Si par exemple, je lui vends des panneaux immobiliers, ou si je lui vends un t-shirt, s'il me trouve en tapant t-shirt manga, c'est cool, mais j'aimerais bien qu'il me trouve aussi en cherchant plein d'autres questions qu'il peut avoir sur les mangas. Notamment, pourquoi est-ce que Naruto dit Bate Bayo? Je ne sais plus quelle phrase. Pourquoi Naruto a perdu un bras? Pourquoi le père de Naruto, ceci, cela? Et ça, c'est plein de questions que des gens vont chercher, mais c'est une communauté. C'est-à-dire si les gens ils cherchent ce genre de requêtes, qui sont de la longue traîne, 2 très simples à voir en SEO, globalement c'est un petit contenu et une title, en fait on peut se positionner, à côté c'est son propre site, on peut mettre la pub que l'on veut, on peut toucher les offres que l'on veut, on peut même proposer une offre, je sais pas, recevez tel truc Naruto gratuit contre un email, téléchargez le manga Naruto gratos si on arrive à avoir une licence,
ou autre chose. Voilà, l'idée c'est de trouver la petite carotte qui va faire qu'on vient caler l'email. Donc moi je commence toujours par le contenu, et vraiment l'idée c'est de se poser toutes les questions que peut avoir un internaute. Dans la vente, c'est comment je vais vendre mon bien, pourquoi est-ce qu'il faut que je passe par une agence, pourquoi pas passer par une agence immobilière, pourquoi vendre entre particuliers, qu'est-ce que le compromis de vente. Et si on se pose la tête, franchement on peut trouver des centaines et des centaines de pages à écrire. Ça c'est mon contenu, et un contenu est décliné par semaine dans plein de formats. C'est du texte, mon article pour Google, que je peux partager sur les réseaux sociaux. Je peux en faire aussi de la photo pour Instagram, pour Facebook, pour d'autres supports, si on est plutôt sur d'autres réseaux sociaux d'images. Je peux en faire de la vidéo pour YouTube. Alors, moi je pars souvent de la vidéo et j'en fais mon texte parce que ça me fait une impro. Et puis après, on a parlé des micro-tâches, j'envoie ça à des malgaches qui me font la saisie de ma vidéo et qui la transforment en texte. Je repasse dessus et ça me coûte pas très cher, ça fonctionne bien. Donc on peut tout à fait faire une vidéo en expliquant pourquoi est-ce que Naruto il a perdu son bras. Voilà. Et ça nous en fait un texte de 500 mots. Le bon balisage HL qui va bien, le title, le netlinking interne, un peu de backlink, et voilà, on est positionné et en SEO, et on a une vidéo YouTube. Et en plus, on en sort des photos, des extractions de la vidéo, et en plus, on a un audio qu'on peut balancer par exemple sur SoundCloud. SoundCloud est positionné aussi sur Google, donc si vous mettez la title qui va bien sur Deezer ou sur SoundCloud, vous pouvez vous positionner. C'est un site que je me suis fait péter un serveur, j'ai jamais remonté le site, mais j'étais sur Deezer en fait sur des chansons catholiques parce que je vendais du chapelet, et donc il y avait des playlists catholiques. Donc j'avais simplement créé une playlist. J'avais mis le title qui allait bien dans Deezer, donc en fait c'est simplement le titre de la playlist. Voilà. Et donc voilà, sur certaines requêtes ou sur certaines messes, j'étais positionné rien que sur Deezer. Vous mettez le lien du site, même s'il n'est pas cliquable, ça reste quand même du branding, on en parlait aussi, donc les gens vont aller faire la recherche dans Google, et vous pouvez même voir sur Google Trends des fois la courbe de du nom du shop qui va commencer à monter parce que les gens commencent à les taper. Donc les supports changent beaucoup. Deezer ne fonctionne plus comme ça maintenant, SoundCloud a changé aussi, mais par période, il faut essayer de trouver quelle est l'astuce sur un mot-clé, on regarde qui est devant dans Google, et puis si vous n'arrivez pas à être devant, vous essayez de vous mettre sur le site web de la personne. Donc la stratégie de com, c'est être partout tout le temps, et que les internautes vous voient et en AdWords, et sur Facebook, et sur Google en naturel, et éventuellement sur Amazon. Et une fois qu'ils vous ont vu partout, vous êtes en gros la personne qui domine la thématique, et vous êtes le référent, et si on veut acheter un produit, c'est chez vous, c'est pas chez les autres. C'est pour ça que les spots pub, Juvabien, Juvamine, Mercurochrome, Melco, c'était de la répétition de spots à outrance, c'est ce qu'on fait mais sur le web. Le SEO, je vais passer très, très rapide, je voulais donner des gros spots, mais Patrick m'a dit non, donne pas tes spots, ça les intéressera pas. Bon, SEO, depuis 5-10 ans, ça n'a pas changé, c'est un title et du backlink. Voilà, je suis désolé, on n'est pas de. Voilà. Alors on a du contenu un peu moins spammy, on fait du contenu un peu plus qualitatif, on utilise des outils comme le Text Guru, on fait de la sémantique. Voilà, mais franchement, pour les rédacteurs qui ont toujours fait de la vraie rédaction depuis une dizaine d'années, ça ne change pas grand-chose. Je bosse beaucoup avec le cocon sémantique, ça a été un grand débat hier, vous l'appelez cocon, pompon, siloing, vous lui donnez le terme que vous voulez, mais en gros c'est traiter tous les sujets qu'un internaute ou que votre client va se poser sur un sujet donné, et vous linkez ces contenus entre eux. Quand on est sur du site micro-niché, franchement, le maillage interne, quand il est fait, il est bon. Il n'y a pas forcément besoin de se prendre le show à outrance, parce qu'il faut juste que le robot ne s'arrête jamais, qu'il puisse naviguer dans le site. Par contre, si vous êtes sur les mangas et que vous parlez d'un manga 1 et d'un manga 2, vous essayez de cloisonner un petit peu votre netlinking, et que quand on parle de Naruto, on n'aille pas parler d'un autre manga, ou si on parle de t-shirt de pêche, on ne va pas aller se positionner sur les t-shirts de chasse, ça pourrait aller, mais de ski ou humour. Hein. Ça reste du t-shirt, donc il ne faut pas non plus être trop focus sur le truc. L'idée, c'est vraiment que toutes vos pages soient maillées, que vous n'ayez pas de page qui se retrouve en fait sans linking interne. Écrire du contenu, ça j'en ai déjà parlé. Bosser la longue traîne. Franchement, vous regardez les Google Suggest, vous utilisez des outils comme la Suggest Machine ou Keyword Cheater, ça vous sort tous les mots-clés longue traîne. Et les gens se positionnent pas dessus en se disant il n'y a pas de business à faire, sauf qu'en fait c'est hyper simple, quoi. Donc ça vous donne des idées de rédaction de contenu, ça vous donne des idées de produits, ça vous donne plein de choses. Faites du netlinking, encore une fois, le seul truc qu'on a maintenant, on parle de PBN, mais avant on parlait de sites multithématiques ou de sites d'actu, ça n'a pas trop changé non plus, c'est juste que maintenant on focus à faire un site par thématique.
Voilà, on fait du forum, du profil. Donc ça, encore une fois, c'est pas forcément du black hat. Hein. Vous êtes, moi j'ai un site qui vend des t-shirts de manga, j'ai tout à fait le droit d'aller sur des forums et de parler de mon site. Ou de répondre à des questions des internautes. Sauf que dans mon profil, il y a le lien vers mon site. C'est pas interdit. J'ai le droit de créer un CV en disant que j'ai créé tel site web et je fais un lien vers tel site web. J'ai le droit de faire un blog tierce à mon site, qui est sur WordPress, qui est sur Blogspot, qui est sur Medium ou autre, et de linker vers mon site. Je ne peux pas m'en empêcher, Google ne peut pas l'interdire. Faire des échanges de liens, c'est un peu plus limite. L'achat, le blast et le... et puis tout je sais même plus ce que j'ai voulu mettre. J'ai du blast sur le blast, pardon. En gros, vous allez acheter un premier réseau de liens et vous allez acheter un deuxième vague de liens qui va pointer vers cette vague de liens. Ça marche aussi si vous avez obtenu un tel article sur par exemple, il y a un blogueur de manga qui fait un article sur vous, vous avez le droit d'acheter quelques liens vers ce blogueur pour renforcer son lien qui est en plus super naturel. Et puis on continue, on fait du contenu, on fait de la long trail, on fait du netlinking et on repart et on refait du contenu. Voilà. Donc franchement, le SEO, ça se fait quand on est dans de la niche. Hein, je parle pas de sites de millions de pages, on en parlait hier soir, mais là je suis vraiment sur des sites de plusieurs centaines de pages et sur des mots-clés qui sont pas trop concurrentiels. Mais c'est ma base, c'est de pas aller sur de la concurrence parce qu'il y a trop de boulot à fournir pour. Voilà. Les réseaux sociaux, on peut commencer avec une petite communauté. Donc il y a tout le kit for Facebook, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez automatiser pas mal de trucs sur Facebook, Twitter. En gros, si je vends des équipements de sécurité, je me dis que des gens qui sont intéressés par la sécurité, ils vont peut-être aimer des pages ou des groupes sur le Krav Maga ou sur la défense. Voilà, avec ces petits outils, je peux aller ajouter sur mon profil des gens qui sont fans de ces pages ou qui sont sur ces groupes. Et si je regroupe plusieurs groupes et plusieurs pages, je tombe sur des gens qui sont vraiment dans la thématique au bout d'un moment. Je peux blinder mon profil personnel à 5000 amis, je les invite à aider ma page. Et je commence à faire déjà une page à peu près quali, plusieurs centaines d'acheteurs potentiels qui vont pouvoir acheter mon produit. Après, je pousse mes produits. Alors forcément, ça devient rapidement chiant si sur une page Facebook, vous faites que pousser des produits. Sauf que comme avant, on a fait du contenu pour répondre à plein de questions. On a plein de contenu à pousser aussi sur les réseaux qui permettent de donner des informations et de montrer aux utilisateurs qu'on n'est pas que là pour leur vendre des produits. Le signal social, il n'est pas mauvais de toute façon pour Google et puis pour votre site web. Le trafic, il est gratos, vous y passez du temps. Donc, globalement, pour l'instant, on n'a pas déboursé 1 euro, que ce soit dans le SEO ou que ce soit sur le trafic. Voilà. Et on crée ce que j'appelle une audience initiale parce que on va parler de pixel Facebook tout à l'heure, mais on peut aussi faire de la pub sur l'audience de votre page, soit avec un boost, soit en créant une campagne. Et on peut surtout après créer ce qu'on appelle des audiences similaires par rapport à des gens qui ont liké une page. Donc si j'ai 500 ou 600 personnes qui ont liké ma page sur le Krav Maga, ou sur les panneaux à vendre, ou sur des t-shirts ou autres, je peux me dire globalement que les gens qui ont le même profil qu'eux, et Facebook va m'aider à les trouver, vont aussi aimer ma page ou pourraient être intéressés par des produits. Moi j'utilise plutôt Instagram pour le personal branding, c'est-à-dire en gros parler de moi, les gens aiment bien montrer la tronche, je suis en vacances, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc j'ai vraiment une stratégie un peu différente. Twitter, Insta, c'est plutôt de la communication personnelle sur le propriétaire du blog. Alors sur vous, sur votre persona, vous pouvez tout à fait créer un faux personnage qui est le propriétaire du blog. Soit vous allez sur vk.com pour récupérer des photos, tout à fait légal, c'est le Facebook russe. Soit vous allez sur Pixabay ou des banques d'images, vous achetez des photos de blogueurs, vous prenez des notes en photo, vous retournez un petit peu la photo, vous la trifouillez, et ça vous fait ce qu'on appelle un persona, c'est un faux détenteur du site web, qui peut avoir un compte Instagram, un faux nom. Patrick Dupont, et voilà, Patrick Dupont, il poste des photos. Et Facebook ou voilà, Twitter, ça dépend des cas, mais c'est plutôt la page Facebook qui va parler du shop. Et si on veut parler de la personne qui détient le blog, c'est plutôt sur Insta. Voilà. Facebook Ads, je vous ai mis ce qu'on pouvait faire en pub Facebook qui marche assez bien. Déjà, c'est installer votre pixel Facebook. Il y a trop de gens qui font du SEO, qui génèrent énormément de trafic, qui n'ont pas le pixel Facebook. Et vous le paramétrez bien. Un pixel Facebook, on crée des événements. Par exemple, les gens qui ont cliqué sur un bouton, les gens qui ont commencé à remplir un champ, les gens qui ont ajouté au panier, les gens qui ont mis en wishlist, les gens qui ont scrollé la page à plus de 80%, les gens qui sont restés plus d'1 minute sur la page. Tout ça, c'est des événements. Ça va vous aider derrière à faire des audiences ou à retargeter, à faire des pubs précises. Quelqu'un qui est venu sur mon site, qui a ajouté au panier, mais qui n'a pas acheté, je ne vais pas lui donner le même message que quelqu'un qui vient d'acheter ou que quelqu'un qui n'a même pas ajouté au panier et qui n'a même pas essayé de s'enregistrer sur mon site ou qui est resté moins de 3 secondes.
quelqu'un qui est resté 25 ou 15 secondes sur la page, je peux peut-être lui toucher un autre message chez quelqu'un à qui lui manque une info. Soit il lui manque un code promo, soit il lui manque une info, soit il a besoin d'être rappelé. Ça dépend après de la valeur de votre produit. Mais ça va déjà nous permettre, voilà, rien qu'en trafic naturel SEO gratos, imaginez si aujourd'hui vous n'avez pas mis votre pixel Facebook depuis 1 an, ce que vous avez perdu comme data. C'est pas parce que vous fermez votre onglet de navigateur que Facebook est fermé. Facebook, il est toujours là, il enregistre toujours la data. Et il n'enregistre pas la data sur des cookies, il l'enregistre sur votre compte personnel. Donc on sait qu'on a un ID code, on sait que ce compte unitaire Facebook, il est intéressé, il a liké. Alors il y a l'effet stop sur Facebook, quand on déroule son flux d'actualité, sa timeline, on va s'arrêter sur des publics. Facebook, il a tout à fait compris de quoi parle la publique, il a la thématique, il a vu que vous êtes arrêté sur la publique. Donc même si vous n'avez pas liké une page ou rejoint un groupe sur une thématique, si vous vous arrêtez sur ce genre de public, Facebook le sait, il sait que vous vous intéressez à telle thématique. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà créer des audiences similaires. Ben voilà, tous les gens qui ont acheté sur mon site, je prends mon fichier client, mes emails ou mes numéros de téléphone, ça marche aussi. Vous les faites en audience sur Facebook et vous créez l'audience de vos clients. Vous pouvez repousser de la pub à vos clients en plus d'un emailing, en plus d'autres actions marketing que vous pouvez faire. Et vous pouvez surtout créer ce qu'on appelle une audience similaire. Les lookalikes, c'est créer la même audience que vos clients. Donc Facebook, il va faire quoi? Il va aller fouiller dans toutes ces datas, des milliards et des milliards de datas, et il va se dire, bah voilà, globalement, vos clients ont tel profil. Alors des fois, c'est des trucs assez surprenants. C'est des gens qui ont fait des études, qui gagnent plus de tant de milliers d'euros par mois, qui sont célibataires et qui vivent plutôt dans les métropoles. Voilà, ça, Facebook, il est capable de le savoir, il est capable de vous créer une audience. Il lui faut quand même beaucoup de data. C'est pas avec 10 ou 20 visiteurs jour que vous lui faites de la data, et même si vous en avez des centaines par jour, il faut quand même plusieurs mois pour qu'il trouve de l'info. Par contre, vous pouvez tout à fait aussi créer des pubs sur les gens, voilà, qui aiment l'intérêt, qui ont un intérêt pour le Krav Maga. Il connaît aussi toutes ces datas, Facebook, pardon. Donc sans passer par des audiences similaires, vous pouvez simplement créer une pub en ciblant des gens qui ont un intérêt. Vous avez aussi Facebook Insight, qui va vous donner toutes les relations et les corrélations entre quelqu'un qui va aimer un sujet. Par exemple, on testait hier le SEO. Le SEO, bah, c'est des gens qui lisent plutôt stratégie, voilà, par extension. Donc il faudrait essayer de pousser une pub sur les gens qui aiment stratégie pour voir si on a un CTR, un taux de clic qui est assez élevé. Donc déjà là-dessus, vous pouvez faire deux choses. C'est acquérir du trafic. Alors là, c'est payant, mais on est autour de 10 ou 20 centimes par clic. Ce n'est pas non plus une fortune par rapport à AdWords. Qu'on va pouvoir retargeter par la suite, mais cette audience, vous la traitez d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est vraiment putaclic. Quand vous attaquez sur Facebook, il faut aller pousser un guide pas cher, un produit à 7 euros ou à 5 euros, en disant voilà, téléchargez le guide gratuit pour vous défendre, ou téléchargez les 10 choses que vous avez à faire à la maison pour pas vous faire agresser, ou pour être en toute sécurité avec votre famille. Il ne faut pas forcément pousser un produit qui est cher, ça dépend, il faut creuser, mais moi, dans mon cas, ce n'est pas des produits chers. Là, c'est une formation, donc c'est un produit cher, mais j'avais besoin de générer d'inscriptions. Ça, c'est pour Facebook, donc c'est une autre source de données. Quand on veut faire plutôt du gros hacking ou des trucs un peu plus crado, bah voilà, on met Mélissa en photo et là, ça clique. C'est pas forcément quali, mais ça clique. Et ça s'arrête, donc vous pouvez l'utiliser. Votre photo, c'est pas forcément vous. Enfin, ça peut être d'autres choses. YouTube en mode gratuit, donc bah, vous pouvez tout à fait faire des vidéos. Vous voyez, c'est une vidéo qui est sortie il y a 1 mois, je crois, a fait 400 vues, c'est pas non plus fou, mais en même temps, j'ai payé aucune pub dessus, j'ai pas d'audience, je suis pas connu, voilà. Et j'ai quand même 400 vues, donc c'est pas. Genre, de toute façon, quand vous avez des vidéos avec des milliers de vues, ça a soit été du trafic acheté à un moment donné, soit il y a eu de la grosse com dessus, c'est pas apparu par magie. Voilà. Quand vous avez un compte qui est pas très gros et qui a beaucoup de vues sur les vidéos, ça vient forcément quelque part. Sauf que bah, j'ai des commentaires, des gens qui me posent des questions. J'ai fait une vidéo, je suis pas Spielberg, mais j'ai réussi à monter un truc à peu près quali. Voilà, donc vous pouvez décliner votre contenu, l'expliquer en vidéo, vous filmez votre écran, filmez quelqu'un qui est en train de confectionner un produit ou autre. Et c'est super simple de se positionner dans YouTube. Globalement, c'est la vue et c'est la durée de la vue qui va compter, mais si vous faites un contenu quali, les gens vont regarder votre vidéo, vous spammez le title. Donc si vous visez une requête, c'est les mots-clés exacts dans l'ordre exact, même si Google dit qu'il faut déspammer les titles, le spam de title marche encore, surtout dans YouTube. Vous mettez des mots de moins de 3 lettres entre et vous avez votre titre. Voilà. Donc si je veux me positionner sur, je sais pas, tag de défense, c'est tag de défense, virgule, votre meilleur ami. Voilà. Et donc comme les vidéos YouTube remontent dans Google, encore une fois dans le SEO, vous positionnez
vos vidéos, et vous n'oubliez pas de caler un lien vers votre site, vers vos autres vidéos, ou de faire un genre de maillage aussi sur YouTube, puisque les gens regardent les descriptions, ils peuvent cliquer. Voilà. Ça, c'est l'AdWords. Donc là, c'est en gros pour vous donner une idée d'une SERP où je suis positionné entre Shopping, AdWords, mes deux résultats maintenant, pardon, et mon image. Voilà, en gros, moi je le fais sur ce qu'on appelle de la milieu de traîne. Pourquoi? Parce que les requêtes principales, je les attaque sur du SEO. Parce que franchement, il y a une question aussi sur l'AdWords, c'est quand quelqu'un va cliquer, qu'est-ce qu'il recherche? C'est l'intention de la requête. Quand on est sur un mot-clé très longue traîne, on est quasiment sûr que l'internaute recherche cela. S'il va taper consultant SEO à Lyon, c'est qu'il recherche un consultant SEO à Lyon. S'il tape consultant SEO tout court, on sait déjà moins ce qu'il recherche, même si on est géolocalisé. Pareil sur un produit T-shirt Geek ou T-shirt Camelot, c'est pas la même. T-shirt Geek, il recherche parmi un ensemble de thémas. Je vais certainement pas payer AdWords pour arriver sur un mec qui va me dire ah ouais, mais en fait, c'était pas ça, c'est qu'il a mal recherché. Par contre, il va cliquer quand même. Par contre, T-shirt Camelot, là, je suis vachement segmenté. Donc, je peux aller payer un petit peu d'AdWords parce que le coût du clic va plutôt être à 1 € et quelques, voire 2 des fois, ça dépend. Mais j'évite d'être sur de la requête non segmentée. Facebook, c'est un peu différent parce que comme on peut mettre une photo du produit ou une photo d'ambiance, on arrive à générer du clic sur des gens qui sont quand même chauds sur la chose. Et derrière, par contre, AdWords, comme ça coûte une blinde, vous vous fidélisez. Donc si vous avez un shop où vous vendez en unitaire, c'est pas forcément le bon plan. Par contre, si vous avez une multitude de produits ou du récurrent, votre client il va venir acheter régulièrement vos produits, vous pouvez vous permettre AdWords. Et puis encore une fois, il faut tester, essayer, traquer vos campagnes surtout, et puis voir est-ce que ça a été rentable ou pas. L'emailing. Donc on parlera d'HPD tout à l'heure. La législation n'est pas la même sur du B2B ou du B2C déjà. On peut scraper des emails dans Google. Il y a plein de gens qui laissent leurs emails sur les forums en pensant qu'on ne les retrouvera jamais, sauf qu'en 2 commandes Google, on retombe des centaines et des centaines d'emails. Ces emails, on peut les mettre dans Facebook pour en faire une audience, par exemple. Si je tape tous les gens qui ont @gmail.com plus Maga à côté, si je rajoute blog ou forum, déjà j'ai une belle footprint et Google va me ressortir dans son résultat de recherche les emails en clair. J'ai plus qu'à mettre ça dans un extracteur d'emails gratuit, FreeTool extractor email dans Google. Vous prenez le deuxième ou le troisième, vous copiez-coller, et ça c'est tout. Et vous récupérez comme ça des emails. Si vous êtes feignant, vous prenez Xenoposter, un logiciel d'automatisation, vous apprenez à une personne à le faire. Un microservice, un malgage, n'importe quel micro, même Amazon fonctionne, et voilà, vous avez les extractions d'emails, vous pouvez shooter de l'email dessus, alors il faut trouver un petit peu des services de Marc Boulin étrangers qui vont accepter d'envoyer, parce que si vous faites ça avec NetJet et Sendinblue, votre compte il va pas faire longtemps. Par contre, vous avez des services qui permettent de shooter les emails. Quand on shoot un email, la personne qui va sur votre site, il retourne dans le pixel Facebook. Voilà, vous pouvez même cacher votre pixel Facebook dans votre newsletter. Quand vous faites un post forum, vous pouvez planquer le Facebook aussi dedans. Il y a quelques lignes qui vont fonctionner, donc vous pouvez très bien piquer l'audience d'un forum. Vous prenez un très gros forum sur votre thématique, vous essayez de planquer votre pixel dans un post, dans le HTML, et le pixel va s'incrémenter. Sauf si l'administrateur vous a vu, sauf si le forum est bloqué. Encore une fois, il faut l'essayer, vous risquez quoi? Vous créez un persona, un faux email. Voilà, au pire des cas, vous faites shooter le post, c'est pas très grave. Vous pouvez acheter aussi des bases. Je vous donne le bon plan de eTarget, qui est un système d'emailing qui n'est pas trop regardant sur l'envoi et qui est encore qualitatif. Hunter.io, vous scrapez des noms de domaine. Sur Google, par exemple, dans votre thématique, vous mettez ça dans Hunter.io, il va vous trouver les emails qui correspondent au nom de domaine. Ça peut aider à faire des bases. Et pour rappel, quand on scrape un site web avec Xenu, les mails tout 2 points, c'est-à-dire les emails qui sont liés avec un lien, sont des liens pour Xenu, donc vous récupérez les emails aussi. Donc on peut par exemple taper Annuaire Startup et scraper avec Xenu Annuaire Startup. On récupérera des emails qualifiés d'Annuaire Startup. Voilà. Qu'on remet, qu'on peut shooter en base, qu'on peut remettre dans Facebook en termes de pixels, qu'on peut refaire la manip globale. Amazon, que dire d'Amazon? Beaucoup sont contre, c'est l'enfer. Il faut avoir les nerfs bien accrochés, n'empêche que ça fait vendre. Donc si on a une stratégie de produit qui est dédiée à Amazon, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, mettez pas tout votre catalogue. Des Chinois n'hésitent pas à venir se positionner sur vos listings. Des gens n'hésitent pas à acheter vos produits pour mettre une note négative et vous dézinguer, même si c'est un petit budget. Amazon n'hésitera pas à acheter un produit s'ils se vend très bien et à le vendre à votre place. Ils n'ont strictement rien à foutre, il n'y a aucune éthique.
Par contre, sur certains produits, ça peut se faire. Moi, par exemple, sur mes t-shirts, ce qui est très bien, c'est comme c'est moi qui ai fait le visuel, je peux faire une demande d'exemption du produit, donc je n'ai pas le code EAN de mon t-shirt, mais Amazon va m'attribuer un propre code à moi. Ce qui fait que mon produit est unique et personne ne peut venir squatter mon listing. Et je peux le vendre sur Amazon, j'ai tout à fait le droit. On peut même faire de la pub Amazon. Pour quelques centimes, vous payez, vous êtes tout en haut du positionnement. Donc vous pouvez être Amazon Prime, vous pouvez avoir la box, vous pouvez être en Prime si vous transmettez vos produits à Amazon. C'est d'ailleurs le plus rentable, puisque quand vous êtes Prime, ils essayent vraiment de pousser les gens qui sont Prime. Donc bah, vous prenez votre stock, vous en envoyez un petit peu à Amazon, ça se fait bien, et c'est Amazon qui expédie pour vous. Et franchement, pour le prix, entre prendre mon produit, mettre dans un colis, imprimer mon étiquette, devoir aller à la poste, vous prenez l'option Amazon et vous vous concentrez plus sur vos ventes et sur relancer d'autres shops et d'autres produits que de l'exécution. Le ranking Amazon, bon, encore une fois, il est hyper simple. Quand on sait se positionner sur Google, on a pas mal à prendre. Donc c'est déjà la note du compte vendeur. Si vous avez une mauvaise note en tant que vendeur, vous faites dézinguer sur tous vos produits. C'est la note du produit, mais au début vous le lancez, vous diminuez un petit peu le prix, vous allez sur des forums, sur des groupes Facebook et vous demandez « Salut copain, vous pourriez m'acheter tel produit 10 fois et mettre une bonne note ?» Et vous avez des gens, c'est des échanges de bonnes pratiques et vous allez faire pareil, vous allez avoir des produits après review, vous mettrez une bonne note. Comme les avis Google My Business, d'ailleurs j'en ai pas parlé de Google My Business, j'en parlerai après. Donc le ranking Amazon, bah, vous mettez des belles images dans la taille qui est recommandée, c'est 1600-1800 pixels, donc c'est des très grandes images, vous en mettez au moins 3, vous faites un beau texte. Vous faites un beau nom de produit qui est bien spammé. Hein. Si vous vendez une dague encore de défense, c'est dague de défense et vous mettez derrière quelque chose. Voilà. Des avis clients, si vous avez une bonne note sur le produit, sur le compte, derrière ça se vend, ça se positionne. Si c'est en plus en prime, en FBA, c'est encore au-dessus. Et puis bah, l'idée avec en fait le print on demand, qui est mon plus gros business maintenant, c'est que la différenciation est claire et nette. Vous faites vos propres visuels, vous n'êtes pas en train de vous batailler sur les prix. Amazon, si vous vendez des produits tout le monde a, franchement, à part une rupture de stock, à part des produits vraiment innovants, c'est super dur à part le prix d'aller batailler dessus, quoi. Donc voilà, et si en plus bah, vous achetez des produits sur AliExpress, des fois le chinois il vient vous embêter en disant c'est ma marque, donc je reprends tout ton listing. Alors je suis pas super calé sur le dropshipping en Amazon, Isabelle t'en parlera peut-être plus, quoi. Moi je fais mes propres produits, donc j'ai pas plein de problèmes qu'on peut avoir, mais il faut creuser les sujets pour voir ce qu'il y a réellement. Stream YouTube, bah, YouTube c'est la télé, hein, donc vous avez pour quelques centimes, voire quelques euros, un spot gratos. Hein, voilà, vous pouvez faire une pub, vous allez voir une agence de com, une agence vidéo, et elle peut vous monter une petite pub qui va vanter les mérites de votre produit. Il y a des films qui sont sur YouTube, il y a des web-séries sur YouTube. Il y a plein de choses et franchement, que ce soit des formations, d'apprentissage, du divertissement, les gens passent énormément de temps sur YouTube, des fois plus que sur la télé, et franchement le coût entre les spots TF1, ça commence à c'est 2700 € hors taxe, donc si vous voulez apparaître sur LCI à 20h, pour une pub de 10 secondes ou 15 secondes. Voilà. Franchement, vous perdez le même prix. Alors l'audience n'est pas la même, je suis d'accord, mais la récurrence sur YouTube va être plus simple. Captation d'email, donc là on a fait venir plein de trafic, ça nous a coûté plus ou moins de l'argent, mais il ne faut absolument pas que l'internaute, donc ça c'est pas moi, c'est une landing page que j'ai trouvé sympa, que j'ai gardé de côté. Il faut absolument que vous récupériez des infos sur votre internaute, il ne peut pas partir, lire un contenu et se barrer, il faut absolument le capter. Donc là on propose un livre blanc, des meilleures techniques, voilà, des meilleures niches en e-commerce, ça peut être plein de choses, ça peut être un code review, ça peut être accès à des formations gratuites, ça peut être accès à plein de choses, mais il faut trouver ce qui intéresse votre cible pour qu'il puisse laisser un email. Et maintenant, il ne laissera pas un email juste pour une pauvre newsletter. Il faut vraiment aller le chercher pour qu'il vous donne cet email. Vous pouvez les inviter à un événement, vous pouvez faire du webinar live, du séminaire, vous pouvez faire donner un livre blanc. C'est pareil, si vous donnez un livre blanc, il ne faut pas que ça soit un truc pourri à 2 balles qu'on trouve gratuit, quoi. C'est aussi du contenu de qualité. Parce que si vous le faites une fois, et que ça se sait que votre livre blanc est pour rien, franchement, plus personne ne va venir le télécharger, ça va se savoir. Donc faites du contenu. Et en plus, sur des thématiques, je suis bon en temps. Ouais. Et en plus, sur des thématiques comme ça, faire un livre blanc, ça se trouve facilement. Si vous ne savez pas, vous demandez à des rédacteurs. Il y a des services maintenant comme Writers de Rodrigue qui est à soumettre aussi, où des rédacteurs vous proposent des articles. Vous n'avez même plus besoin de vous prendre le chou à chercher des sujets. Les sujets tombent tout seuls. Vous cumulez quelques sujets, ça peut vous faire un livre blanc. En plus, c'est des vrais rédacteurs journalistes, donc on n'est pas dans du contenu pourri, on est dans du contenu normalement informatif et qualitatif. Mais vraiment, c'est ça, si on commence à payer son trafic, et même en SEO, c'est un tort, comme le trafic ne coûte pas au clic ou militairement, on a tendance à laisser un peu
notre UX de côté, notre conversion et d'essayer, voilà, 100 visiteurs pour des fois même pas une vente. Alors que dès qu'on commence à le payer, il faut absolument se prendre le chou, et en plus pour le SEO, vous allez voir, vous convertissez beaucoup plus. Voilà. Et puis derrière, on va lancer l'automatisation. En gros, comme vous avez capté tous ces emails, vous avez des gens qui viennent, il faut essayer d'automatiser, c'est-à-dire de faire une séquence d'emailing derrière, c'est super puissant. Il faut définir ce qu'on veut dire à notre internaute, comment on veut l'amener, mais il faut l'amener dans une démarche où il est intéressé à recevoir des mails de votre part. Il sait que régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois, il va recevoir des infos de votre part et des informations qualitatives qui lui apportent réellement des choses. Là maintenant, je disais le SEO n'a pas trop évolué, mais la com un peu. Faut arrêter de se foutre de la gueule de l'internaute, il faut lui donner du contenu quali quand même. Ça reste un minimum. Et en plus, ça va être, vous avez un business beaucoup plus périn, beaucoup plus sympa pour vous. System.io, pas fan du créateur, mais l'outil est pas mal pour quelques dollars quelques dizaines d'euros. Vous pouvez créer une séquence. Donc en fait, vous allez dire voilà, à partir du moment où la personne a rempli mon formulaire, il se retrouve dans une liste. Et cette liste, je crée J1, J+3, J+7, J+12, J+15. Et vous avez une séquence, vous la rédigez une fois, et tous les emails vont partir régulièrement. Voilà, et vous n'avez plus à vous prendre la tête, ça tourne en auto. Vous n'avez plus à définir quelle liste, extraire vos Excel, remettre dans un système d'emailing et envoyer. Et là, ça tourne en automatique. Donc c'est un processus de rappel pour vraiment fidéliser les clients. Et derrière, vous pouvez proposer de l'accompagnement. Il y a plein de produits immatériels derrière à vendre sur du guide, sur du live, sur de la formation en ligne, sur du séminaire. Voilà, plus vous allez rencontrer vraiment vos internautes, plus vous allez créer avec eux un lien intéressant d'échange. Moi, ce que je fais, c'est que je m'enregistre dans plein de newsletters, je regarde ce que les autres font. Je prends un peu les meilleures pratiques de chacun. Et surtout, les fouilles aux États-Unis, ce qui se passe, il y a beaucoup plus d'innovation qu'en France. Voilà. Donc, on a un peu bouclé la roue va tourner, on a bouclé la boucle et ainsi de suite. On a collé du trafic, on a topé des informations sur ces personnes. Là, j'ai parlé aujourd'hui d'automatisation email. N'oubliez pas le chatbot Messenger. Maintenant, il va recevoir un livre blanc. Au lieu qu'il vous donne un email, il peut accepter à ce que la communication se fasse dans Facebook Messenger. Et vous lui délivrez un lien que quand il a autorisé Facebook Messenger à recevoir des infos. Sauf que quand vous voulez pusher une info, vous pushez l'info dans le Facebook Messenger de tous les gens qui vous ont autorisé. Donc, et le taux d'ouverture dans Facebook Messenger est de 90%. En email, quand on fait du point en spam, on est pas mal. Donc ça va réduire, pour l'instant ça fait 90, demain ça fera 80, et puis au bout d'un moment ça sera 50 aussi, mais au moins vous pouvez communiquer auprès de votre cible, et franchement si vous leur donnez du contenu qualitatif, ils ne vont pas vous restreindre l'accès à leur Messenger, ils ne vont pas vous empêcher de leur envoyer des messages, il faut juste arrêter de leur envoyer des promos à la con qui servent à rien. Filez-leur du vrai contenu. Remerciements un peu à tous les gens qui m'ont inspiré en SEO ou en web global. Merci à Patrick d'avoir demandé pour intervenir, et puis je suis dispo si vous avez des questions. Merci. Bon, alors déjà merci parce que sur le no bullshit, là tu es quand même allé fort. Bon, des questions? Oula, tu les as tués. Tant que ça? Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fait de cacher un pixel dans un forum ou dans le site de question? Non. Si dans ton pixel Facebook, tu as deux parties. Tu as une partie en haut qui est du Java, si tu fais pas de conneries, une partie en bas qui est du HTML, tu ne récupères que la partie du bas. Et sinon, tu tapes dans Facebook en anglais comment mettre mon pixel Facebook dans un forum où tu as des gens qui ont dû en parler. Voilà. Et en fait, tu le mets dans le HTML, alors plus ça va, plus c'est surveillé, plus on le dit et plus on le fait. Oui, je vais pas préciser, mais évitez de balancer sur les réseaux ouvertement. Il y a des trucs que j'ai pas écrits, que j'ai dit à l'oral, mais gardez-les pour vous, à ne pas les balancer tout de suite. Voilà. Ok, merci. Une autre question? Est-ce que tu fais encore du blast vraiment? Avec GSA, ouais. Et ça marche. Ça dépend sur quel site, ça dépend comment, ça dépend quel type de page tu pousses, mais ouais, ça marche. Peut-être définir ce que c'est qu'un blast. Oui, un blast, c'est un envoi massif de liens vraiment dégueulasses, type sur des forums chinois ou des forums russes.
où en fait vous avez un lien qui n'est pas du tout sémantisé, qui vient d'un profil écrit en chinois qui va pointer vers votre site. Un exemple de Blast, je sais pas, je crée un site en .wordpress.com. WordPress.com est assez costaud pour supporter un Blast. Donc je peux lui balancer 500 000 URL. Sur les 500 000 URL, il va y avoir de la modération. Google ne va pas tout indexer, il va peut-être indexer 10 ou 15 000 URL. Et sur un blog WordPress.com qui reçoit 10 000 liens, c'est pas choquant pour WordPress. C'est sûr que si tu le fais sur ton site de base, sur ton site e-commerce, tu peux tomber. Mais, toute technique fonctionne encore, il faut juste les utiliser de manière intelligente et jamais faire des choses en test sur votre site e-commerce principal. Montez un petit domaine à la con à côté, vous essayez, vous voyez si ça tient, si ça tombe. Voilà. Oui, vous pouvez. Après, tout s'achète, tout se vend. Hein. On peut acheter des comptes Gmail, on peut acheter des comptes Facebook qui ont déjà des années d'ancienneté, on va pas se le faire fermer. On peut acheter plein de choses. Il n'y a pas que GSA, il y avait Xrunner par un moment, il y en a plein qui fonctionnent. Maintenant, il y a GHS Tools que j'ai testé, qui prend un peu de temps à se mettre en place, mais qui a l'air très bien. Voilà, bah encore une fois, dès que vous rentrez dans des techniques de ce type, sachez que votre site peut être pénalisé par Google et ne plus apparaître dans les résultats de recherche. Donc on le fait quand on a des petits sites, et si on le ferme, bah, on crée à côté un autre nom de domaine, c'est pas très grave. Quand c'est un site qui fait plusieurs milliers, voire des millions d'euros par mois ou par an, moi je vous con avec. Quoi. Alors avec un petit site intermédiaire, si tu l'autorises. Oui. Est-ce que vous avez encore quelques questions? On a un peu de temps avant d'aller manger. Bonjour, merci pour cette conférence. Concernant l'automation, je voulais savoir si tu utilisais les bots. À ce qui paraît, les taux d'ouverture sont très supérieurs que les séquences. Messenger? Oui, les bots Messenger par exemple. Ouais, en fait, sur ta page de capture, au lieu de mettre une capture d'email, tu vas mettre le bout de code Messenger. Ou alors tu fais ça avec. Je vais te faire du nom, c'est. Je le retrouverai, mais sinon tu tapes bot Messenger sur Google, t'en as plusieurs. ManyChat, ouais, merci, c'est ManyChat qui le fait. En fait, tu programmes ton bot pour simplement, ça fait le petit bouton Messenger, la personne autorise l'application avec son compte Facebook en disant autorisé, toi tu vois le mail, le nom, le mot de passe, les trucs hyper sécures de Facebook, et il t'autorise à recevoir. Donc tu prépares un message en disant dès qu'une personne a, au lieu qu'on envoie un email dans la première minute, on envoie un message Messenger qui dit voici le lien pour télécharger ton livre blanc. Et l'URL du livre blanc, vous la mettez en nom index. Sinon, depuis Google, on trouve vos livres blancs gratuits. D'ailleurs, tapez livre blanc plus file type PDF dans Google. Une autre question encore ou on a fait le tour? Je suis payé autant, moi, franchement, poser des questions. Hein. Ça dure. Moi j'ai une question. Donc t'es milliardaire Oh, minimum. avec tes deux sites, tous tes technos, etc. Je fais de la promo. Mais du coup, tu as réussi avec tes deux sites à développer vraiment un business, Bah, sur chaque site, ouais. Chaque site, on peut dire après rentabilité, qu'est-ce que ça veut dire, mais sur des niches comme ça, tu ne peux pas exposer non plus. Hein. Ce mot-clé non concurrentiel veut dire qu'il n'y a pas des recherches autant que sur rachat de crédit, mais c'est moins compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut multiplier les sites. Après, alors, sur le premium demande, c'est différent parce que tu as un peu plus de marge, c'est automatique, beaucoup plus automatique que l'envoi. Donc avec 4-5 sites, tu commences à te faire un salaire sympa, pour vivre correctement. Et après, sur le dropshipping, tout dépend vraiment des produits, des marges, des techniques. Tu peux pas faire mais il faut plusieurs sites, pour au moins 5-6 sites pour avoir quelque chose qui tourne, à moins de faire du. Genre Isabelle en parlera mieux que moi sur le dropshipping. Franchement, je suis pas. Moi, je fais des produits un peu que je maîtrise, que je connais beaucoup en impression à la demande. Mais forcément, en Chine, des produits qui valent 20 balles et tu peux en vendre 100 ou 150. Voilà. En concret, parce que tu m'en as parlé sur la partie Mopano, aujourd'hui, tu dégages de quoi payer un mec à temps plein quasiment. Oui, je fais tout seul sur le site, ouais, bien sûr. Bah, sinon, on aurait arrêté depuis longtemps. Pour Faire devenir des des trucs, chiffres, on en fait fait. des trucs pour m'amuser, ça va 2 minutes. Mais non, chaque site est. Voilà, après, ça fait pas manger 5 personnes, on peut pas être. Alors après, c'est pareil, si tu es plusieurs dessus, tu veux t'avancer plus vite que si tu es tout seul. Forcément, mais de toute façon, on est sur des niches qui sont limitées, hein, de par le besoin SEO de monter rapidement et de se positionner. Voilà, donc sur de la longue traîne, ouais, si on a que 50 personnes ou 60 par mois qui recherchent une requête, forcément qu'on est limité. Mais il y a toujours du boulot à faire. On peut augmenter les produits, on peut lancer un deuxième shop qui est proche de la théma pour essayer de refaire de l'emailing et de réutiliser ses bases.
Voilà, après, moi, je fais pas que sur ces shops-là, je me suis beaucoup concentré sur Dropsprint avec les e-commerçants qui veulent se mettre au VOD, créer des boutiques & Co. Donc voilà, mais en passant du temps, on arrive à faire des choses. Ou de booster les business. Parce que je suis sûr que dans la salle, là, vous êtes tous avec un ou deux canaux. Il n'y en a pas canaux, pardon. Il y en a pas. Il y a qui ici qui fait vraiment tout? Il n'y a pas de Bravo. Donc même si vous en avez deux ou trois, il y en a toujours un à travailler. Hein, et même quand vous avez travaillé celui-là, il y en a un autre qui va apparaître, il faudra creuser, il y aura d'autres techniques, il y aura d'autres trucs. Donc, et c'est toujours plus facile de faire de la pub Facebook en cherchant le produit pour la thématique Facebook, en cherchant le produit pour la thématique AdWords, que se dire bah, demain je vends des poulaillers et il faut que tu te démerdes pour les vendre sur Facebook. C'est moins sexy que le brosse à cheveux ou la laisse lumineuse pour chien ou je ne sais quel autre produit avec l'effet wow. S'il n'y a pas de dernière question, on va On va essayer. Merci.